Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Dimanche en politique. Le Parti socialiste peut-il se reconstruire? Après la déroute du PS lors de la présidentielle et lors des législatives, le congrès des 7 et 8 avril constitue un véritable défi pour le nouveau premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Il doit rassembler une base et des élus divisés. Alors, quelle position pour le Parti socialiste entre ceux qui veulent adhérer au libéralisme et ceux qui défendent un parti d'opposition ancré à gauche? On en débat avec 4 élus socialistes. Maxime Gérardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal et communautaire à Châlons. Nathalie Malberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale du Parti socialiste en charge de la fonction publique. Olivier Gérardin, bonjour. Vous êtes conseiller régional et puis également maire de la Chapelle-Saint-Luc dans l'Aube. Et Éric Quénard, vous êtes conseiller communautaire et conseiller municipal à Reims. Donc merci à tous les 4 d'avoir accepté ce débat. Première question, comment l'EPS peut-il se faire entendre? Retour sur la grosse actualité de cette semaine, c'était donc le mouvement de grève intersyndicale pour la défense de la fonction publique. On a vu descendre dans la rue un peu toutes les filières d'activité et c'était jeudi. Alors, est-ce que vous êtes allé manifester, Nathalie Malberg? Alors moi j'étais d'astreinte puisque j'accueille des élèves mineurs dans un établissement scolaire et le service public doit fonctionner. Et donc par contre le Parti socialiste était représenté avec Olivier Faure et de nombreux élus et dirigeants du Parti socialiste dans les manifestations comme vous avez pu le voir dans les médias. On a vu qu'il s'était fait huer d'ailleurs dans ces manifestations. Maxime Gérardin, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, le Parti socialiste était présent dans chaque manifestation dans la Marne comme dans tous les autres départements. Olivier Faure s'est fait huer, mais je crois savoir que dans toutes les autres manifestations, il n'y a pas eu de remarques particulières. Au contraire, moi j'ai vu un bon accueil, un accueil chaleureux et intéressé du fait que nous participions aussi à afficher notre opposition face à ces mesures et à l'attaque sur les services publics. Éric Quénard, Olivier Gérardin, vous êtes allés manifester ou pas? Oui, bien sûr. Et c'est toujours l'occasion aussi de défendre une certaine conception du service public. Nous avons besoin d'un service public efficace, ouvert à tous, et qui est dans des lieux où malheureusement aujourd'hui le privé a complètement quitté les zones rurales, les quartiers en difficulté. Et donc les services publics, c'est, on dit souvent, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et donc de fait, nous avons besoin de le défendre et les Français y sont particulièrement attachés. Il ne faut pas supprimer de fonctionnaires? Non, il ne faut pas supprimer de fonctionnaires. Il faut développer un service public qui est plus efficace, qui répond à des besoins qui aujourd'hui sont pas forcément couverts. D'ailleurs, il y a des secteurs, on le voit dans les EHPAD, on le voit à l'hôpital public, où il y a des vraies tensions et des vraies attentes de nos concitoyens. Et donc, il est important que l'État, il est important que nos concitoyens défendent un service public de qualité. Olivier Gérardin, vous étiez dans la manif? Non, j'étais en réunion, moi, mais évidemment, j'étais à la fois solidaire et en même temps concerné en tant que maire et conseiller régional, mais maire surtout. Je suis concerné par le sort que l'on fait au bien public, au service public, à notre bien commun. Alors, très concrètement, contre quoi vous êtes? Vous êtes contre quoi? Contre cette idée, la réforme de la SNCF, non, mais, vous savez, les Françaises et les Français, quelles que soient leurs opinions, savent qu'une société, ça bouge, et donc il faut évidemment qu'il y ait des réformes. C'est pas le sujet. Mais l'idée funeste qui voudrait que l'ensemble des maux de la société se concentrent sur les fonctionnaires, sur la fonction publique, sur le service public, tel qu'il est conçu en France, c'est une idée funeste, c'est une vieille idée. On nous la ressort aujourd'hui sous des oripeaux qui sont sympathiques, mais qui correspondent à un vieux langage qui ne correspond pas, je le crois, au tréfonds de ce pays. Donc la modernité, évidemment. Le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent que des fonctions disparaissent, n'empêche pas qu'ailleurs, on ait besoin du renforcement de la présence d'êtres humains dans les EHPAD, dans les écoles. Donc les réformes, je ne vois pas, il n'y a pas le camp de la réforme et le camp du conservatisme. Il y a 2 visions, 3, 4, des réformes à mener. Et c'est là-dessus que nous ne sommes pas d'accord avec la politique menée par le gouvernement actuel. Et vous étiez d'accord avec celle menée par son prédécesseur, par François Hollande?
Je crois que vous faisiez partie des frondeurs. Non, mais moi, j'ai toujours récusé ce terme de frondeur, je vous le dis. Je l'ai dit, et j'ai d'ailleurs quitté les courants qui s'en réclamaient. C'était une faute. D'accord? Donc, j'ai pas de problème. Après, je n'étais pas du tout d'accord avec ce qui se faisait. Voilà, ça n'empêche pas, mais je pensais que ceux qui n'étaient pas d'accord et socialistes devaient le critiquer à l'intérieur de la maison et pas à l'extérieur. Voilà. Alors là, vous êtes 4 autour de la table. Vous représentez 3 courants parmi les 4 qui étaient représentés lors du vote du PS. Est-ce que vous êtes d'accord, ne serait-ce que sur la défense de la fonction publique? Est-ce qu'il faut faire une réforme et laquelle? Et puis, est-ce qu'il faut plus ou moins de fonctionnaires? Et dans quel domaine? Ça dépend. Alors, ça dépend. Je crois que les Français ne sont pas contre et les fonctionnaires ne sont pas contre d'améliorer le service rendu. Mais je crois qu'on est tous contents, avec les événements qui se produisent, d'avoir, même s'ils n'ont pas le statut, des militaires, des policiers, et qu'on puisse aller à l'hôpital et se faire soigner. Quand vous entendez que des gens passent 16 heures à attendre dans un couloir, et je crois qu'il y a eu je ne vais pas dire un fait divers, mais il y a eu un événement grave au CHU de Reims, où une patiente est décédée parce qu'elle est restée trop longtemps aux urgences. Quelle société voulons-nous? Éric Quénard. Oui, je pense que sur la conception, j'ai eu l'occasion de le dire en introduction, il y a une vraie attente d'un service public de proximité et qui répond aux besoins de nos concitoyens. Alors c'est vrai, ça a un coût. Ça a un coût parce que c'est les impôts. Mais en même temps, je crois que nos concitoyens peuvent comprendre si on leur explique à quoi ça sert et comment ça répond à des besoins de leur proximité. On a parlé des hôpitaux, on a parlé des policiers, on a parlé des enseignants. Aujourd'hui, quand on dit qu'il faut réduire les moyens dans la fonction publique, disons quelles sont les fonctions qu'on veut réduire. Est-ce qu'on veut réduire dans les écoles? Est-ce qu'on veut réduire dans les hôpitaux? On voit bien que quand on commence à rentrer dans le détail, eh bien, on trouve la limite de l'exercice. Surtout, madame, en plus, il faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose, c'est qu'ailleurs, les fonctions qui sont assumées par des fonctionnaires, elles le sont aussi. Simplement, c'est privé. Chacun paye l'assurance, la prestation qu'il achète, mais il y a quelqu'un qui paye, il y a une prestation en face, elle peut être du domaine de la santé, de l'éducation. Donc il ne faut rien changer à ce non, qui pas du existait tout. au niveau... Ce que je veux dire, c'est que la santé, par exemple, aux États-Unis, dans le PIB, ça coûte plus cher qu'en France. Ce n'est pas une question de statut, c'est une question de comment on fait pour financer par exemple l'éducation, par exemple la santé. Ça, c'est une vraie question. Maxime Gérardin. Il faut déjà rappeler ce que c'est que le service public. Qu'est-ce que le service public? C'est avant tout la proximité qui doit exister entre le citoyen, ses besoins primaires, j'ai envie de dire, c'est la liberté, c'est la santé, c'est la sécurité, c'est l'éducation. L'État doit remplir ses besoins, ses attentes. Aujourd'hui, si l'État est absent, aujourd'hui, les citoyens seront démunis, seront isolés. Alors, ils devront payer tout seuls ces services que l'État ne leur fournira pas. Et qui pourra se les payer? Qui pourra se payer demain une éducation qui leur offrira de rentrer dans le marché du travail et ainsi de suite? Et pareil pour la santé dans chaque service. Quand je vous entends parler de la fonction publique, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous différencie de Benoît Hamon? Mais je pense qu'à gauche, on a des valeurs communes et on a des points, j'allais dire, de convergence. Moi, je pense qu'il faut quand même être fier de ce que ce pays accomplit. Mes camarades autour de cette table l'ont bien dit. On compare des systèmes, on compare des pays. Mais en France, on peut faire médecine. C'est qui finance les études de nos médecins, si ce n'est pas le contribuable? Mais est-ce qu'on veut continuer à avoir ce type de système où tout le monde et tous les talents peuvent faire des études en ayant des frais qui sont plutôt bas? Ou alors il faut que chacun finance à coût de 50 000 euros, 100 000 euros les années scolaires comme on voit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis? C'est quand même ça la réalité. François Hollande est resté 5 ans au pouvoir. Pourquoi n'a-t-il pas réussi à consolider et à pérenniser la fonction publique? Il a quand même fait des choses pour la fonction publique. Je crois qu'il a voulu et réformer et en même temps
c'est avec François Hollande qu'on a eu le déblocage du point d'indice quand même. Il y a eu quelques avancées, il y a eu le PPCR, donc il y a eu des discussions avec les organisations syndicales pour mettre en place une façon de sécuriser les parcours et les carrières des fonctionnaires. Donc avec Marie-Lise Lebranchu dans un premier temps, et puis après Annick Girardin, il y a eu du travail de fait pour la fonction publique sous le quinquennat de Hollande. Deuxième question qu'on va se poser, Olivier Faure est-il l'homme providentiel que le PS attendait? Donc on l'a vu, il a été élu finalement à l'issue du premier tour de vote. Il est arrivé largement en tête du moins, et puis Stéphane Le Foll, qui était en deuxième position, s'est retiré. Comment vous réagissez déjà à ce scrutin, à ce vote, à l'élection d'Olivier Faure? Est-ce que vous êtes prêts à le suivre? Donc tous les deux, Éric Quénard et Nathalie Malberg, vous étiez du courant Olivier Faure, donc pour vous, c'est une victoire. Vous pensez que c'est l'homme de la synthèse, c'est l'homme qu'il fallait? Moi, je ne crois pas à l'homme ou la femme providentielle. Je pense que dans un parti politique, on est là pour rassembler un certain nombre de militants et d'adhérents et les conduire à une réflexion collective, pour faire des propositions, pour construire un projet dans lequel une très large majorité des adhérents se retrouve. Et puis, il faudra ensuite parler aux Français. Leur dire, dans une analyse de l'exercice du pouvoir que nous avons conduite, ce que nous avons bien fait et ce que nous avons mal fait, car nous avons aussi réussi des choses et nous avons échoué sur des choses. Et donc, il faut tirer un bilan objectif de l'exercice du pouvoir. Et c'est à ce titre-là que nous réussirons à retrouver la confiance de nos concitoyens. Je pense que là est un enjeu majeur. Olivier Girardin, vous défendiez le courant de M. Morel, Emmanuel Morel. Donc, vous êtes déçu, mais est-ce que vous êtes prêt à rallier Olivier Faure? Non, moi, je suis très déçu et même presque surpris du score des uns et des autres. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça. Prêt à rallier, écoutez, moi je suis socialiste et je crois au système électoro-démocratique. Donc, c'est Olivier qui est le patron et qui n'est pas en cause. C'est quelqu'un que j'aime bien par ailleurs, mais moi c'est la question du fond. Je suis obsessionnel de qu'est-ce que c'est que le socialisme au XXIe siècle. Voilà, c'est ma question. Et c'est pas simple. Moi je pense que la première des choses que doivent dire les socialistes, c'est de dire c'est pas simple parce que les vents sont pas porteurs. On a une idée, une représentation de ce que doit être le monde qui ne correspond pas aux fondamentaux de ce que nous avons été. Et puis nous avons sûrement été très paresseux dans la manière de penser le socialisme du XXIe siècle. Et c'est ce travail, à mon avis, qui nous attend, et c'est à ce prix, et à ce prix uniquement, et pas la personne providentielle, que nous arriverons à remonter la pente et à recréer une espérance dans ce pays autour des valeurs qui sont les nôtres. Je vous propose d'entendre, Maxime Girardin, j'ai bien vu que vous vouliez intervenir, on va vous faire intervenir juste après. Je vous propose d'entendre quand même quelques réactions que nous avons saisies dans des bureaux de vote à Cormontreuil et à Reims, des réactions de militants et puis d'élus lors du vote. Et vous allez voir qu'ils s'interrogent et que, comme vous le dites, c'est très compliqué sur l'avenir du PS. Alors, je vais être franche, il y a quand même au Parti socialiste, depuis quelque temps, des petites disputes. Et c'est vrai qu'on peut s'inquiéter pour ce qui va se passer dans l'avenir, mais il faut être confiant. Est-ce que vous avez déjà vu une situation comme celle-là ? Moi, ça fait une douzaine d'années que je suis au PS. Une tension comme celle-là, non, puisque c'est vraiment la première fois où on descend aussi bas. Voilà. Les enjeux, c'est l'avenir du Parti socialiste. Voilà. Donc, quel Parti socialiste on veut, dans quelles conditions et avec qui? Il y a deux partis socialistes parce que l'un a l'orientation d'un parti protestataire que je qualifierais de chimérique et l'autre d'un parti social-démocrate qui a l'ambition de continuer, comme dans le précédent quinquennat, à être un parti de gouvernement. Quelles sont les valeurs que le Parti socialiste doit défendre selon vous aujourd'hui? C'est les valeurs qu'il a toujours eues, les valeurs historiques, les valeurs qui touchent à la République. Et c'est pourquoi Emmanuel Morel, le candidat que je défends, demande de revenir, de redonner au Parti socialiste ses fondamentaux de gauche, à savoir la défense des salariés, améliorer la vie des Français, la laïcité, le pouvoir d'achat. C'est difficile de faire du socialisme pur sans s'adapter un petit peu au monde des finances. Il ne s'agit pas non plus de faire du Macron, mais peut-être qu'il faut être un petit peu plus à l'écoute des... Ce qui nous dirige aujourd'hui, c'est la finance. Alors, il ne s'agit pas d'y céder, mais il s'agit de composer vraiment avec. Maxime Girardin, il faut faire avec la finance? Pas forcément. Non, je voudrais revenir sur le vote. Effectivement, il y a eu 37 000 votants. Je crois que c'est quand même pour un parti qu'on a dit mort et enterré,
un parti qui s'est quand même réveillé. 35 000 votants sur 100 000 adhérents. Alors 100 000 adhérents sur les 3 dernières années additionnées. Mais il y a des moments où il y avait 75 000 votants, la dernière fois, je pense. On ne peut pas dire que tout le monde est resté. Donc 35 000, c'est la moitié. Il y en a qui sont partis sur La République En Marche, peut-être d'autres qui sont partis plus il y en a qui sont revenus. Vers Benoît Hamon, vers les Insoumis même peut-être. Et il y en a qui sont revenus. Et à nous d'enclencher une dynamique pour à la fois refaire adhérer aux valeurs du socialisme. Le Parti socialiste, c'est aussi des valeurs, de la solidarité. Les personnes l'ont dit, elles l'ont dit très clairement. Mais surtout, les Français attendent beaucoup du Parti socialiste. Je pense qu'il ne doit pas disparaître de l'échiquier politique. Il doit avoir une voix, il a des projets à porter. Et les Français ont toujours été très exigeants vis-à-vis du Parti socialiste. Mais vous voyez bien les difficultés à se situer sur l'échiquier politique, tout de même, entre Macron et puis Hamon, les Insoumis. Votre place, elle est où maintenant ? Si je peux intervenir, déjà Olivier Faure n'a pas gagné. Il y a un vote sur, là c'est le texte qu'il porte, qu'il a emporté. Il y a quand même encore le vote du 29 mars pour désigner le premier secrétaire. Mais enfin, vu qu'il sera tout seul, il y a quand même peu de chance. Moi j'appelle les socialistes à se mobiliser pour justement lui donner le plus de voix possible et montrer qu'il y a encore 40 000, 50 000, 60 000 socialistes qui se déplacent. Sinon, c'est pas un gâteau à se partager. Je crois que la vie politique, c'est... oui, c'est un engagement, c'est vouloir transformer la société dans laquelle on vit. Et Olivier Faure est très clair. On n'est pas dans un espace calculé entre Macron ou la France insoumise. Non, on est socialiste. On doit retrouver des forces de proposition sur les valeurs que nous avons. Dans le reportage, on a vu quelques camarades le dire, sur la citoyenneté, sur la République, sur la solidarité, la fraternité. Et qu'est-ce qu'on veut? Comment on aide les autres? Il y a plein de thèmes. On peut aborder la question du droit inconditionnel à l'accueil, qui a été bafoué ces derniers temps par la fameuse circulaire de Gérard Collomb. Alors, la France, terre d'accueil ou pas? Oui, mais alors justement, le Parti socialiste, il veut être indépendant et éventuellement intervenir. Est-ce que ce serait plus clairement un parti d'opposition ou est-ce que c'est un parti qui va continuer à gouverner aux côtés de La République En Marche? Je crois que le Parti socialiste, son enjeu aujourd'hui, c'est de reconstruire son identité. C'est pas de se positionner par rapport à un tel ou un tel, à tel parti politique ou tel autre. L'enjeu, c'est, Olivier l'a dit, la social-démocratie européenne traverse une crise sans précédent. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas en France. C'est le cas aussi en Allemagne. Et donc, de fait, ce n'est pas juste une problématique des socialistes français. C'est une problématique beaucoup plus large. Et notre travail, c'est de réfléchir à construire effectivement ce socialisme, cette social-démocratie du XXIe siècle. Est-ce que ce n'est pas La République En Marche qui a pris la place? Non, je ne crois pas qu'aujourd'hui, La République En Marche soit le parti social-démocrate du XXIe siècle. Je crois qu'il apparaît clairement, et je pense que ça gênerait autant le président de la République que nous d'ailleurs, que l'on nous confonde. Aujourd'hui, il est assez clair sur ses options. Il a bénéficié d'une situation qui fait que l'échiquier politique a volé en éclats. Et je vais vous dire quelque chose, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'il y a un moment donné, quand plus personne n'y comprend rien, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et ça oblige chacun, et pas seulement la gauche, à se reposer un certain nombre de questions. Nous sommes dépositaires d'une histoire qui fait que chaque conquête de l'humanité, nous y avons participé. Des choses très profondes. Mais aujourd'hui, nous avons eu du mal à les incarner et à pouvoir faire ces progrès dans le monde dans lequel nous sommes. Précisément, est-ce qu'elles sont dépassées? Enfin, on peut parler de valeurs. Est-ce qu'elles sont dépassées? Les valeurs qu'on a évoquées, Madame Fachet, elles ne sont pas dépassées. La manière de pouvoir les incarner dans le réel, et pas simplement dans le discours, elles sont de plus en plus difficiles pour nous. C'est de cela dont on doit parler au Parti socialiste. On doit parler aussi des prochaines échéances électorales. La reconstruction du Parti socialiste, est-ce qu'elle se fera à temps? Il y aura d'abord les européennes. Comment vous vous y préparez? Comment ça se passe dans les fédérations? Les fédérations qui ont été quand même pas mal abîmées par ces élections, par le manque d'argent aujourd'hui, par des licenciements, par la vente de certains bâtiments. Donc les fédérations sont très affaiblies. Comment vous allez faire pour vous préparer aux européennes? Éric Quesnard.
Comment on va faire? D'abord, il va falloir faire ce travail sur quel message on veut porter, quelle Europe nous voulons défendre. Est-ce que nous voulons une Europe protectrice ou une Europe qui dérégule? Aujourd'hui, l'Europe, et c'est quand même lié à la politique, ce sont essentiellement des gouvernements libéraux. C'est une majorité libérale au Parlement européen. Donc, les politiques qui sont conduites aujourd'hui à l'échelon européen sont des politiques qui déréglementent, qui libéralisent et qui font des dégâts dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je pense que le Parti socialiste, il doit porter un message fort en matière d'Europe protectrice et d'Europe de la citoyenneté. Message fort. Alors, Maxime Gérardin. Oui, sur l'Europe, c'est un défi. C'est un défi permanent, l'Europe. C'est un défi pour lutter contre le néolibéralisme ambiant qui existe aujourd'hui dans de nombreux États et au sein même de la Commission. Aujourd'hui, c'est un défi parce qu'on a trop tardé à faire une Europe sociale, une Europe qui évite aussi les dumpings sociaux, la compétition vers le bas entre les États. Donc le Parti socialiste aura son mot à dire et aura toute sa place et aura une place qu'il faudra occuper et défendre sur la solidarité, sur les valeurs qu'on exprime depuis le début du débat. Alors là, j'imagine que vous vous rencontrez avec vos confrères européens sur ces sujets. Vous en discutez? Vous vous préparez aux élections ou pas? Alors, évidemment, Olivier Faure a des contacts et nous avons des députés socialistes au Parlement européen et donc il y a un travail à faire. On voit aussi que le Parti social, démocratique en Allemagne, dans le cas de la coalition, il y a aussi, il s'interroge aussi, il y a encore des questions. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie une chose. Pourquoi il y a eu la construction européenne? C'est pour avoir une Europe en paix. Ça ne va pas de soi, la paix. Donc je pense qu'effectivement, si on ne veut pas détruire l'origine même de la construction européenne qui voulait que l'Europe soit pacifiée, il faut absolument la reconstruire ou en tout cas la refonder de façon à ce que cette paix soit maintenue. Parce que ce ne sera pas le même type de guerre, mais ce sera quand même les uns contre les autres, le dumping au niveau du travail, les travailleurs détachés. Voilà, et on va de nouveau opposer des citoyens d'un État européen avec d'autres citoyens d'un autre État européen. Ça, c'est pas possible. Donc je pense qu'il faut profondément revenir à l'essence même de la construction européenne. L'Europe, c'est la paix. Et donc tout ce qu'on doit mettre en œuvre, c'est pour que cette paix soit durable. Olivier Gérardin, est-ce que le Parti socialiste a une place, un rôle à jouer dans les européennes? Comment peut-il le jouer? Est-ce qu'il faut faire des alliances pour ça? C'est encore trop tôt pour le dire et je ne veux pas être désagréable avec nous et mes collègues que j'aime beaucoup autour de la table, mais on s'est tellement dit tout ce qu'on vient de se dire là. Oui, c'est ça, on a l'impression qu'on répète que c'est pour la paix, bien sûr. C'est le problème puis même les valeurs, les difficultés, l'Europe à 27, etc. Je crois que, voyez-vous, il faut que les politiques en général, et pas seulement la gauche, encore moins le Parti socialiste, assument parfois d'avoir plus de questions que de réponses. Moi, aujourd'hui, vous m'interrogez sur l'Europe, je suis convaincu qu'il faut continuer à être européen. Je suis convaincu qu'on ne peut pas renoncer à l'Europe dans le monde dans lequel on est. Je ne sais pas comment faire. Le 7 et 8 avril, je l'ai dit, à Aubervilliers, vous avez votre congrès. Il va être déterminant ou il va servir à quoi? Est-ce qu'il va se passer des choses? Est-ce qu'on peut s'attendre à des annonces, un renouvellement, une réforme? C'est une première étape. C'est la première étape, même pour reconstruire le parti. C'est avant tout comprendre, s'écouter, avancer, reconstruire. On repart de zéro, ça va mettre du temps. Il y aura d'autres congrès derrière encore pour reconstruire. Il y aura le défi européen, le défi des municipales qu'il faudra aussi affronter. Il ne faut pas le voir sur le prochain, mais plutôt sur les autres aussi congrès qui arrivent. Alors, vous misez sur le temps. Nathalie Malberg, vous, la reconstruction du PS, c'est pour quand et comment vous la voyez? Le congrès du Parti socialiste, c'est justement un premier temps le mode d'emploi qu'on souhaite, parce qu'il faut pas, on a des statuts. Donc effectivement, le congrès d'Aubervilliers se fait sur les anciens statuts, ou en tout cas les statuts qui sont actuellement en cours. Donc on va démarrer une nouvelle feuille de route, et je crois que Olivier a été très clair. Il veut redonner la parole au niveau des militants et des fédérations. Et d'ailleurs, une de ses propositions, c'est d'ouvrir, en fonction des thématiques qu'on voudra aborder, par tirage au sort auprès des militants, l'accès au Conseil national, pour justement emmener les idées de la base, pour pouvoir être travaillées et avoir une ligne politique nationale, mais qui corresponde à ce que
les sections défendent ce que les fédérations défendent. Olivier Girardin, on vous a un peu entendu sur vos doutes, mais enfin quand même, comment vous la voyez cette reconstruction? Est-ce que vous la voyez ou pas? Moi, j'ai une crainte, c'est qu'on ripolline à mort, qu'on fasse des machins pour dire que youpi, tout change pour que rien ne change. Voilà, moi, c'est ma crainte, mais je suis ouvert et très sincèrement, si je suis resté alors que j'y croyais plus, c'est parce que je pense qu'on est encore une formation politique porteuse d'espoir pour les populations. Et donc, je vais être un acteur vigilant, attentif, peut-être un peu exigeant et rugueux de temps en temps, mais en tout cas, en essayant d'être un peu constructif. Voilà. Éric Hénard, la reconstruction, comment vous la voyez? Exigeant, il faut qu'on le soit, parce que c'est très important, cette reconstruction. En même temps, il ne faut pas être dupe, il ne faut pas que le Parti socialiste se referme sur lui-même, il faut qu'il s'ouvre. Il faut qu'il s'ouvre à la société civile, il faut qu'il s'ouvre aux syndicats, il faut qu'il s'ouvre au monde associatif et qu'il débatte, qu'il confronte et qu'il construise un projet, des propositions qui répondent aux besoins de nos concitoyens. Je crois que c'est ça. Et l'enjeu, si cette première étape du Congrès, qui est une étape un peu institutionnelle avec l'installation d'une nouvelle équipe, eh bien, il faut que ce soit derrière une volonté d'ouvrir et de dialogue avec l'extérieur. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Vous pouvez retrouver cette émission sur Internet, sur notre site. Restez avec nous pour la suite de Dimanche en politique avec Francis Letellier. Merci à tous.